Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Warsh, la fondatrice de Kimai, une marque de joaillerie éthique. Salut Jessica, bienvenue dans le Quasi Talk. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'avoir sur le podcast. Moi, je suis Jessica, je suis la cofondatrice de Kimai. Kimai est une marque de diamants de laboratoire et d'or recyclé. Et du coup, tous nos bijoux sont faits avec ces diamants-là. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Moi, je viens de Belgique, comme toi, du coup. Et ça fait 10 ans que j'habite à Londres. On a créé Kimai il y a 4 ans et demi, plus ou moins, avec ma meilleure amie de Sydney. Super. Et pourquoi? Quel a été le déclic? Comment ça se fait que tu t'es lancée dans l'aventure? En gros, Sydney et moi, on vient de Belgique, comme je disais. En fait, on a grandi autour des bijoux et des diamants. Donc, pour ceux qui le savent pas, Anvers, c'est un peu le centre mondial du diamant et du bijou. Donc, on a vraiment toujours bercé autour de ça. Ça a toujours été une grosse partie de nous. Un bijou, c'est quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un ou qu'on achète pour une occasion spéciale où il y a vraiment ce côté sentimental qui est lié à la pièce qu'on achète ou qu'on reçoit. Et au fil des années, personnellement, on devenait de plus en plus conscient de notre impact, plus conscient de nos achats. Et dans toute industrie, on voyait vraiment des marques innover un peu l'industrie avec plus de transparence et beaucoup plus d'éthique de la façon que les produits sont créés. Le milieu du diamant et des bijoux, c'est vraiment une des seules industries où il n'y a jamais eu d'innovation, il n'y a jamais eu de changement. Et même en connaissant les diamantaires directement, il n'y avait pas moyen pour nous de savoir d'où venaient les pièces qu'on achetait ou d'avoir vraiment une réponse simple au sujet de la fabrication. Et c'est un peu de là que Kimai a été créé. On se rendait compte que, voilà, comme je disais, les bijoux, c'est une grosse partie de nous. Comment on peut le rendre plus moderne? Comment on peut apporter la transparence à l'industrie, mais sans justement devoir trade-off sur la qualité et le design. Oui, c'est vrai que le processus de traçabilité est assez faible en fait au final. C'est vrai que maintenant tu vas acheter un bijou dans une bijouterie, t'as aucune idée de où ça vient, de comment ça a été produit, etc. Kimai, le nom vient d'où? Alors Kima, en hébreu, ça veut dire éthique. On voulait quelque chose qui est aligné avec nos valeurs. Et comme tu disais, vraiment, il y a énormément de problèmes autour des diamants, tout ce qui tourne autour des blood diamonds ou même des enfants qui travaillent dans des mines. Il y a vraiment un impact social et environnemental qui est énorme pour au final finir sur nos doigts. Donc c'était vraiment quelque chose avec lequel on voulait pas s'aligner et vraiment trouver un moyen d'apporter le côté éthique mais également innovateur un peu à l'industrie qui a jamais évolué au fil des 100 dernières années. Ouais. Donc voilà. Ouais, on va parler dans la suite du podcast des déboires justement de cette industrie. Pour revenir sur les diamants qui sont créés en laboratoire, produits en laboratoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce processus de fabrication, comment ça fonctionne, comment est-ce que on arrive à créer un diamant qui ressemble de manière aussi similaire au vrai diamant? Complètement. En gros, quand on commençait à regarder vraiment dans l'industrie, essayer de trouver une solution un peu à ce problème-là, c'est comme ça qu'on a entendu parler des diamants de laboratoire pour la première fois. Et en fait, il y a 5 ans, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Donc, c'est un concept assez nouveau où aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à reproduire l'environnement qui se passe sous terre dans un labo et on arrive à faire pousser des diamants qui sont chimiquement et physiquement identiques à des diamants de mine, mais du coup sans l'impact environnemental et social. Quand je dis identique, même un diamantaire ou un gémologue peut pas différencier l'un de l'autre. Donc voilà, donc on a vraiment trouvé ces diamants comme notre meilleure solution à apporter ce changement à cette industrie qu'on attendait depuis si longtemps. Et donc voilà. Du coup, là, maintenant, quand quelqu'un passe une commande sur Kimai, parce qu'on peut commander sur le site, où vous avez aussi, je pense, l'un ou l'autre magasin, si quelqu'un achète une bague avec un diamant, quel est le processus derrière? Vous avez déjà la bague? Est-ce que vous demandez à ce qu'elle soit produite à ce moment-là? Est-ce que c'est vous qui la produisez? Comment concrètement ça fonctionne? Alors nous, on est digital à 85% aujourd'hui parce qu'on a ouvert une boutique en novembre, mais avant ça, on était vraiment 100% digital. Quand on a commencé avec des pièces de tous les jours, donc des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, etc. Et en fait, au lancement, tout était fait sur demande. C'est-à-dire que, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'investissement à mettre dans la boîte, notre process était vraiment d'abord les clients passent commande et ensuite on va produire. Et aujourd'hui, on commence à faire de plus en plus de bagues de fiançailles où du coup, le diamant est central dans la pièce. Et nous, on travaille du coup avec un laboratoire directement
qui produit des diamants, donc ils vont pas les produire sur demande, mais ils ont un inventaire de diamants avec lesquels nous on travaille. Et dès qu'on a une commande qui est passée pour une bague de fiançailles par exemple, on achète le diamant et on passe à la production. Donc vraiment, il y a ce côté où, on veut que les pièces qu'on produit sont vraiment portées plutôt que d'avoir énormément d'inventaire et on se retrouve à la fin d'un mois ou d'une saison. Après, nous, on n'a pas vraiment de collection de saison parce que nos pièces sont vraiment intemporelles, mais on veut vraiment être sûr que les pièces qu'on lance fonctionnent plutôt que de se retrouver avec des pièces qu'on ne vendra pas. Ouais. Après, il y a vraiment le côté dans un bijou où c'est de l'or, c'est des diamants, donc c'est facile de recycler. Mais quand même, on préfère travailler sur ce process de fait du sur-mesure pour vraiment aussi également créer la bague avec un client. Donc, quand on parle de bague de fiançailles, on a nos designs sur notre site, mais on fait beaucoup de sur-mesure également. Donc, on peut vraiment créer un design qui n'existe pas, que le client a en tête et en fait, le bring to life. L'amener à la vie. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez fait ce design, vous passez la commande avec le diamant en question. L'assemblage va avoir lieu où et comment? Alors, pour toutes les bagues, on fait tout à Anvers. Donc, à Anvers, en Belgique, nous, on a notre atelier où on fait du coup les diamants, les bijoux, pardon. Et notre or est recyclé d'anciens bijoux. Donc, pareil, tout ça est fait sur mesure dans notre atelier à Anvers où on travaille aussi avec des indépendants dans le quartier diamantaire. Et ensuite, pour les pièces de tous les jours, au tout début, tout était fait en Belgique. Et aujourd'hui, vu qu'on grandit, on est obligé aussi de pouvoir scale up nos opérations. Donc, on travaille avec un manufacturing arm, je sais pas comment on dit en français, qui est basé à l'étranger, mais qui est vraiment hyper moderne, qui travaille avec l'énergie renouvelable, où l'eau est gardée dans un loop. On veut pas gaspiller de l'eau ou gaspiller quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette décision de travailler avec eux, parce qu'il y a vraiment ce côté green qui est derrière. D'accord, ok. Ouais, donc il y a vraiment un bon process qui est mis en place pour s'assurer que la durabilité soit au centre du projet. Pour revenir sur la partie design, du coup, comment ça se passe en général quand un client vous contacte? Disons par exemple un mec a envie de faire sa demande et il vous dit ah ouais, je cherche un bijou pour ma femme, vous l'accompagnez, enfin pour ma future femme, du coup vous l'accompagnez dans la création du bijou. Vous attendez à ce qu'il vienne déjà avec une suggestion, comment ça fonctionne? Du coup, déjà, ce qu'on voit, c'est que le milieu du diamant et du bijou a toujours été targeté pour les hommes. Et à l'époque, c'était vraiment les hommes qui venaient un peu avec cette idée de, voilà, j'ai un budget, qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget-là? Et en fait, le but de Kimai n'est pas seulement d'apporter de la transparence à l'industrie, mais également de moderniser un peu cette industrie où l'expérience est hyper intimidante, hyper traditionnelle. C'est toujours focus sur combien l'homme peut dépenser. Alors qu'au final, aujourd'hui, les femmes, on est indépendantes, on fait partie de ces décisions, c'est un bijou qu'on va porter. Et c'est quelque chose qu'on met énormément en avant. Donc, si on regarde notre site ou même nos réseaux, c'est toujours la femme et sa bague. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a énormément de couples qui viennent ensemble ou des hommes qui viennent. C'est souvent aussi les femmes qui leur envoient des petits messages sur Instagram ou autre. Vu que nos designs sont quand même hyper différents et hyper uniques, je pense que c'est quelque chose que vraiment ça a déjà été vu et discuté avant. Donc souvent, c'est des gens qui aiment les designs et qui viennent vraiment pour ces designs-là. Donc juste on parle de customization d'un point de vue de diamant, de la taille du diamant, la couleur, etc. Et sinon, on demande à cette personne, on fait un call et ensuite on leur demande de nous envoyer de l'inspiration. Et ce qu'on peut faire, vu qu'on a déjà fait pas mal de design, on leur montre aussi ce qu'on a fait in the past et également basé sur une forme de diamant qu'ils ont en tête. Donc, on commence toujours d'une base pour ensuite pouvoir les guider et pouvoir dessiner avec eux. Souvent, on demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Si jamais vraiment on vient de rien, pour comprendre est-ce qu'elle veut un truc un peu plus moderne, un truc un peu plus classique, etc. D'accord, ok, sympa. Ça donne envie. T'es déjà fiancée ou pas? Pardon? T'es déjà fiancée? Je suis déjà fiancée, ouais. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de choisir. J'ai une très belle bague, je suis pas à plaindre là-dessus, mais j'ai pas pu choisir. Ce sera peut-être pour une autre occasion parce qu'au final, il faut pas forcément des diamants juste aux fiançailles. Hein. Ça peut se faire à d'autres moments, d'autres célébrations. Complètement. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de femmes qui achètent pour elles-mêmes. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas que quelque chose qu'il faut recevoir de quelqu'un. Mais voilà, peut-être qu'un jour j'aurai cette occasion-là. Du coup, je me le souhaite. Pour revenir sur le sujet des problèmes qui peuvent être générés justement suite à la production de vrais diamants, du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous en parler un peu parce qu'il y a quand même pas mal de débords, comme je l'ai mentionné. Tu as mentionné le sujet des blood diamonds. Il y a eu pas mal de conflits suite à ça.
il y a la pollution, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes les choses, en fait, au final, auxquelles il faut qu'on fasse vraiment attention quand on parle ou quand on choisit un diamant? Bien sûr. Mais juste avant de commencer, si je peux juste reprendre sur le côté des vrais diamants. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les diamants de laboratoire sont des vrais diamants. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est chimiquement et physiquement identique, c'est-à-dire que tous les laboratoires, par exemple, qui gradent les diamants de mine, du coup, ils donnent des certificats aujourd'hui également à des diamants de laboratoire. Et en fait, les diamants de laboratoire, c'est pas parce qu'on les reproduit dans un laboratoire qu'ils sont parfaits. Ils viennent vraiment avec différentes caractéristiques, différentes imperfections pour vraiment, en fait, grandir de la même façon qu'un diamant de mine. Et on compare ça souvent à, par exemple, de l'eau dans un freezer et de l'eau dans un iceberg. C'est un environnement différent, mais le résultat est identique. Donc, c'est comme ça qu'on juste on fait la différence entre les deux. Et en termes d'impact, complètement. En fait, comme je mentionnais avant, nous, la raison pour laquelle on a vraiment cherché une alternative aux diamants de mine, c'est à cause de tous les problématiques de l'industrie. Donc, on parle de Blood Diamond. Donc, il y a eu énormément d'histoires et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vu le film, par exemple, Blood Diamond, qui est un peu le premier moment où les gens se sont rendus compte, en fait, de l'impact négatif du milieu du diamant. Où voilà, il y a énormément, tout l'argent qui venait de cette industrie était mise dans les guerres en Afrique. Il y a énormément d'enfants qui travaillent dans les mines. Les gens sont payés des sommes qu'on peut même pas mentionner ici pour pouvoir trouver moins d'un carat de diamants de mine. Et en fait, la raison de la valeur et du prix d'un diamant de mine n'est pas vraiment liée à l'extraction du diamant, mais plutôt vraiment à l'industrie étant contrôlée par des grands joueurs où je vais pas nommer leur nom, et vraiment qu'on rachetait tous leurs compétiteurs et contrôlait toute l'industrie en termes de communication, en termes de prix, en termes de marketing, si on réfléchit à comment le diamant est un peu venu sur le marché. Et ensuite, évidemment, le côté environnemental qui laisse des trous énormes sous terre pour vraiment trouver ces diamants-là. Et en fait, quand un diamant sort de la mine jusqu'à ce qu'il arrive à son destinataire final, ça échange entre 15 et 20 mains. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas moyen de savoir d'où vient un diamant. C'est très dur de savoir s'il vient d'un certain pays ou d'un autre parce qu'il y a tellement d'intermédiaires, en fait, avant que ça arrive vraiment sur le bijou. D'accord. Et du coup, comme il y a beaucoup d'intermédiaires, au final, ça se répercute aussi dans le prix, a priori, qui est très élevé. Le prix est vraiment basé sur une liste un peu, il y a un marché où le prix est contrôlé et c'est un peu ça qui définit le prix d'un diamant. Donc, normalement, ça sera toujours plus ou moins pareil, dépendamment de la couleur et de la clarity. Et en fait, comme je disais, c'est vraiment la raison pourquoi le prix est tellement élevé. C'est une grosse boîte qui a vraiment racheté tous ses compétiteurs, qui a contrôlé le prix et en fait qui a vraiment inventé un peu ce concept du diamant qui est hyper rare et qui a très bien marché. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à de l'information, que ça soit sur les réseaux, que ça soit online. Et du coup, il y a vraiment plus d'éducation sur le sujet qui fait les gens se questionner dessus, en fait. D'accord, ok. Très clair. Et pour revenir sur le sujet de la pollution, en quoi ça pollue du coup? Parce que tu as parlé du fait que c'est difficile d'assurer une traçabilité parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Et concrètement, qu'est-ce qui pollue en fait dans cette industrie? Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais en fait, tout ce qui se passe dans les mines, ça amène énormément de pollution. Je pense que pour nous, quand on regarde l'industrie en général, on focus pas uniquement sur un sujet et on pense que c'est vraiment genre le tout en soi qui est le problème, mais j'ai pas la réponse exacte. Ok, pas de souci. Il y a un des gros sujets aussi, c'est tout ce qui est esclavagisme. On sait qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées aussi dans ces mines. C'est encore des sujets aujourd'hui, l'esclavagisme et le travail des enfants, etc. dans les mines. Complètement. Il y a pas mal de lois qui sont arrivées sur le marché pour justement essayer que tout ça s'arrête. Mais en fait, dans toutes ces lois, il y a énormément en anglais, on dit de loopholes. Donc, c'est vraiment très dur de le contrôler. Et en fait, vu que toujours, encore une fois, c'est contrôlé par une ou deux personnes, cette industrie-là, il n'y a pas moyen pour les gens vraiment de vraiment connaître les vraies réponses sur le sujet. Mais évidemment, c'est un sujet qui est toujours très présent. Et en fait, quand on parle même à des journalistes, par exemple, c'est un sujet où on ne voit pas beaucoup d'informations online parce que on n'a pas le droit d'aller et visiter les mines et c'est très dangereux même
de pouvoir y aller pour un journaliste. Et la plupart des gens qui les contrôlent ont énormément d'argent, énormément de pouvoir et sont prêts à tout un peu pour vraiment contrôler ce qui est communiqué sur leur industrie et juste sur leur mine en particulier. D'accord, ok. Mais donc, ouais, les lois sont a priori assez incomplètes et tu sens que derrière, il y a des pouvoirs assez puissants qui font que c'est très difficile de s'immiscer là-dedans. Complètement. Pour revenir sur les diamants de laboratoire, le processus de fabrication de ces diamants, comment ça se passe? Est-ce que ça fait qu'il y a une grosse consommation d'énergie ou est-ce que l'impact est le même que pour le diamant, j'allais dire diamant classique, je vais plus le dire parce que tu m'as déjà corrigé, mais c'est classique. Pour le diamant naturel. C'est classique. Alors, nous, on travaille, et c'est pour ça aussi qu'il y a un devoir un peu de recherche qui doit être fait, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de laboratoires aujourd'hui, et pas tout le monde, forcément, travaille avec de l'énergie renouvelable. Et comme je disais tout à l'heure, même d'un point de vue fabrication des bijoux, mais pareil, dans notre fabrication de diamants, on essaye qu'il n'y a pas d'eau qui est wasted. Qu'il n'y ait pas trop d'eau qui soit utilisée. Exactement. Et du coup, nous, vraiment, on a fait ce travail de rechercher les bons laboratoires avec lesquels travailler, où, comme je disais, c'est de l'énergie renouvelable, etc. Et des labos surtout qu'on peut visiter. Et vraiment comprendre également comment ça se passe dans ces labos-là, qui y travaillent, quels sont les working environments. Et en fait, donc nous, ça, c'était quelque chose qui était très important. Ensuite, de deux, on voit énormément de gens, justement, quand ils essayent un peu de réagir à l'industrie, ils vont dire, mais en fait, les diamants de laboratoire, c'est pas mieux parce qu'il y a énormément d'énergie qui est utilisée. Donc, de un, malgré le côté énergie renouvelable, etc., c'est vraiment incomparable de comparer l'énergie utilisée dans une mine et l'énergie utilisée dans un laboratoire. Et en plus de ça, pour revenir à mon point d'avant, le côté social et traçabilité est vraiment quelque chose qui est aussi très très important, qu'on retrouve dans les diamants de laboratoire, mais pas dans les diamants de mine. Et pour un peu conclure, nous, on part du principe que voilà, un diamant de laboratoire aujourd'hui, ça nous permet de faire les choses mieux. Ça nous permet pas d'être 100% sustainable. On part du principe qu'aujourd'hui, quand on consomme un produit, c'est très dur d'être 100% sustainable parce que voilà, on produit quand même quelque chose de nouveau. Donc nous, en tant que marque et même en tant que personne, on est vraiment plus dans le mindset où on essaye de faire mieux, on s'améliore plutôt que voilà, c'est soit une extrême, soit l'autre. Et je pense que le diamant de laboratoire, c'est encore très nouveau, donc il y a encore énormément de choses à faire. Et ça évolue de plus en plus d'un point de vue encore plus éthique et plus écolo, je dirais, en termes d'énergie et la fabrication en fait de ces diamants-là. Ok, très bien. Mais donc tu cites un des défis, c'est clairement de continuer à essayer de réduire la consommation d'énergie qui est nécessaire pour produire ces diamants. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Je pense qu'au tout début, le plus gros défi, c'était quand même l'éducation aussi. Vraiment, pour éduquer les consommateurs sur ce sujet-là, on parle quand même d'une industrie que ça fait des centaines d'années qui n'a pas évolué. Quand on regarde les marques classiques autour de nous, ils nous parlent de la même façon qu'ils parlaient à nos grands-parents. Donc, il y a vraiment eu zéro évolution autour du sujet, ce qui veut aussi dire que la plupart des gens, ils ont un peu grandi avec ce concept-là sans vraiment être ouverts à ce qui peut arriver sur le marché en termes d'innovation. Donc, aujourd'hui, c'est un plus petit défi que c'était dans les premiers jours de Kimai. Mais en tout cas, ça reste vraiment le challenge. C'est vraiment de changer une industrie si traditionnelle, changer le mindset, changer la façon de faire, changer la façon d'acheter. Donc voilà, donc je dirais que c'est vraiment un mix des deux. C'est toujours s'améliorer. Et ça, je pense que c'est d'un point de vue diamant, mais aussi juste d'un point de vue marque. On veut toujours essayer de faire mieux. Mais c'est aussi de comprendre que it's a process plutôt que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver d'un jour au lendemain. Et pareil avec l'éducation. On voit aussi que c'est un process, le plus d'informations, le plus de crédibilité, ça nous permet vraiment de changer un peu la façon de penser de pas mal de gens. Super intéressant. Pour revenir sur le sujet du prix que tu as déjà un petit peu mentionné, comment est-ce que ça se compare finalement le prix d'un diamant fait en laboratoire versus l'autre type de diamant? Alors, un diamant de laboratoire est 60 à 70% moins cher qu'un diamant de mine. Et du coup, c'est aussi là, comme je vais me répéter peut-être un peu, mais c'est également là où on voit une opportunité. Les diamants de mine, souvent quand on va dans des bijoutiers, c'est vraiment des prix exorbitants. Et comme je disais tout à l'heure, la raison pour ces prix-là n'est pas vraiment la raison du fait que c'est hyper rare ou que c'est hyper dur à trouver. Et je pense que c'est un peu ça le misconception autour du sujet. Mais la raison de ces prix-là est vraiment la raison d'un monopole. Vraiment un monopole qui a toujours été contrôlé par un ou deux joueurs sur le marché
qui a du coup décidé quel allait être le prix d'un diamant et qui a vraiment créé cette campagne marketing autour du diamant pour vraiment donner cette perception du marché. Et en fait, avec les diamants de laboratoire, aujourd'hui, et encore une fois, c'est ce qu'on apprend aussi de nos consommateurs, c'est que un bijou, il y a vraiment cette valeur sentimentale. Et c'est pas une question de combien a été dépensé dans le bijou. Et en fait, aujourd'hui, quand on a l'option entre un diamant de laboratoire et un diamant de mine, ou le diamant de laboratoire, oui, il va être 60% moins cher, mais il a la même valeur sentimentale et il n'a pas le côté impact social et environnemental. C'est vraiment quelque chose qui est motivant pour les clients en tout cas, et pour nous également. Nous, on trouve que le fait que c'est plus abordable fait plus de sens, parce qu'en fait, ça n'a jamais fait de sens les prix sur le marché aujourd'hui. D'accord, ok. Mais donc, a priori, si vous continuez à bien faire votre travail d'éducation, au vu des prix qui sont quand même beaucoup plus attractifs, etc., pour les diamants produits en laboratoire, en fait, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, si la prise de conscience se fait, à ce que les parts du marché du diamant produit en laboratoire deviennent de plus en plus importantes. Est-ce que l'économie de certains pays qui tournent beaucoup justement autour de la production du diamant naturel ne pourrait pas être mise à mal d'après toi? Ben, nous, on part du principe qu'en fait, dans les mines, évidemment, il y a pas mal de pays qui rely un peu sur les diamants de mine, mais les environnements de travail sont vraiment pas OK pour continuer de cette façon-là. Et nous, par exemple, on a travaillé avec une boîte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens qui travaillaient dans des mines d'or. Ils les ont éduqués dans un autre métier, en fait. Ils les ont éduqués pour devenir en gros, comment on dit, des beekeepers, en gros, pour faire du miel. Producteurs de miel. Voilà. Donc, en fait, il y a différents moyens de vraiment éduquer ces gens-là qui travaillent dans des mines aujourd'hui et qui ne sont pas payés pour le travail qu'ils font, pour vraiment trouver d'autres opportunités. Et on part du principe que nous, aujourd'hui, voilà, on est une petite marque, donc c'est plus compliqué de faire à notre échelle. Et justement, c'est ça qui doit venir des gouvernements, et des grandes marques ont plus d'argent pour pouvoir investir dans ces infrastructures, pour vraiment pouvoir trouver des nouvelles opportunités pour ces gens-là. D'accord, ok. Mais donc, ouais, clairement, il faudra faire un travail en parallèle pour trouver, comme tu le dis, des nouvelles occupations. Et il y a des choses à faire. Donc, a priori, il faut simplement les trouver et faire en sorte qu'il y ait un match qui se fasse. Un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, c'est la qualité des diamants qui sont produits en laboratoire. Est-ce que la qualité, du coup, est la même à celle des autres diamants ou pas forcément? Est-ce qu'il y a des différences? Complètement, c'est identique. C'est-à-dire qu'un diamant de mine, ils viennent avec ses 4C, du coup avec des couleurs différentes, des clartés différentes. Et pareil avec un diamant de laboratoire. Donc comme je comparais tout à l'heure à de l'eau dans un iceberg et de l'eau dans un freezer, en fait, on reproduit l'environnement. On ne crée pas des diamants qui sont parfaits. On reproduit l'environnement pour justement faire pousser des diamants de la même façon qu'ils pousseraient sous terre, et du coup qui viendraient avec ces différentes imperfections et différentes grades. Donc voilà, donc c'est vraiment identique dans ce sens-là, et tous les diamants avec lesquels nous on travaille au-dessus de 0,5 carats viennent avec un certificat où on peut voir du coup la couleur et la qualité de la pièce. Ça prend combien de temps environ de produire un diamant? Et alors, est-ce que la production se fait par diamant ou par pierre, ou c'est des gros blocs et puis ça se casse entre guillemets un peu comme si c'était du diamant naturel? Ça prend 6 à 12 semaines pour faire pousser un diamant. Ah oui, quand même. Et c'est pas un diamant by diamond, c'est plutôt des blocs. Ça commence avec une pépite un peu de diamant. Donc par exemple, le premier diamant de laboratoire a été créé d'une pépite de diamant de mine. Et en fait, aujourd'hui, chaque diamant de laboratoire est créé d'une pépite de diamant de laboratoire. Et en fait, c'est vraiment un truc tout fin qu'on met dans une machine et que ça pousse. Je t'enverrai une vidéo par après, comme ça tu peux un peu visualiser une petite vidéo, ouais. Ce que ça donne. Et c'est produit à base de quoi comme type de matériau? Alors, c'est vraiment du carbone. Un diamant, c'est fait 100% de carbone. Il n'y a rien d'autre dans un diamant que du carbone. D'accord, ok. Ok, ouais, intéressant de voir que juste avec du carbone, on arrive à produire des magnifiques diamants. Comment est-ce que les technologies, elles impactent la production des bijoux durables aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des développements technologiques auxquels on peut s'attendre, qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui? Ouais, comment ça va évoluer de ce côté-là? En fait, comme je disais, vraiment, au tout début, les diamants ont été développés, mais pas pour usage de bijoux. Et en fait, c'est vraiment avec la technologie et qu'on a réussi à vraiment arriver à une qualité qui est justement possible d'utiliser dans les bijoux de tous les jours. Après, aujourd'hui, avec les diamants de laboratoire, on arrive jusqu'à une certaine taille. On n'arrive pas encore à créer des diamants de 100 carats, etc.
Donc c'est vraiment... C'est déjà pas mal ça. Bien sûr. Mais je veux dire, quand on compare au milieu du diamant de mine, des fois, il y a pas mal de grosses pierres qui sortent. Ou par exemple, les couleurs également. Donc les couleurs, nous aujourd'hui, on fait du rose, du jaune, du bleu. Mais vraiment pour arriver à des couleurs très naturelles, c'est beaucoup de recherche et beaucoup de développement. Et je pense que c'est vraiment sur ça que la plupart des labos ils se spécialisent en ce moment. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de labos, pas beaucoup d'entre eux qui arrivent vraiment à des qualités hyper élevées. Et nous, chez Kimai, on travaille qu'avec des couleurs entre D, E, F et D étant la meilleure couleur qu'on peut avoir dans un diamant. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment la qualité de la pierre. Ensuite, comme je disais, il y a vraiment le côté écolo, énergie, comment on peut créer ces diamants encore mieux et avec encore un plus petit impact sur la planète et évidemment pour les gens également qui y vivent. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'à terme, les technologies évoluent de sorte qu'en fait, ce soit de plus en plus facile d'aller produire du diamant de laboratoire et du coup, derrière, l'impact créatif, le prix soit diminué, etc. Et qu'au final, ce soit un produit qui soit super facile à démocratiser parce que hyper accessible et que du coup, la plus-value d'avoir des bijoutiers comme Kimai soit réduite à terme. Non, parce que il y a aussi le côté de la marque que tu crées, il y a le service qu'on offre, il y a le côté design qui rentre vraiment en jeu dans tout ça. Et en fait, nous, on part du principe que si c'est moins cher, ça permet justement d'avoir plus dans sa pièce, mais en même temps, il y a toujours le côté sentimental qui y reste. Donc, en fait, nous, on part du principe que non, ça nous fait pas peur parce que déjà, c'est un marché qui est contrôlé, donc le prix, il va stabiliser à un moment. Et justement, ça va montrer qu'il y a, there's no point in buying un diamant de mine si, en fait, au final, on peut avoir exactement la même chose pour un prix plus abordable et pour un impact beaucoup plus petit également. Donc, le prix est aussi contrôlé pour les diamants qui sont produits en laboratoire? Pour l'instant, oui. Déjà, oui, parce que tu veux garder aussi un certain positionnement, mais c'est quelque chose qui est en train de se réguler de plus en plus. D'accord, ok. Oui, parce que je suppose qu'il faut pas que l'écart de prix soit non plus trop élevé avec le diamant naturel. Donc, à mon avis, tout ça est bien lié. Ouais. Et alors, Jessica, pour clôturer un petit peu la discussion, comment nous, en tant que consommateurs, on peut prendre des décisions plus durables en termes d'achat de bijoux, du coup, parce que c'est le contexte du podcast. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière plus informée? Je pense que déjà, c'est vraiment savoir que ça doit pas arriver d'un jour à l'autre. C'est un process. C'est de prendre des petits pas pour être plus éthique et pour être plus conscient, en fait, de nos achats. C'est se poser des questions avant de justement les faire aussi, les achats, pour voir si vraiment ça en vaut la peine et si c'est quelque chose qu'on va garder quand on parle de bijoux, en tout cas, pour une vie. Parce qu'en fait, un bijou, c'est vraiment quelque chose qu'on achète une fois et qu'on repasse aux générations prochaines. Et c'est vraiment s'éduquer et poser des questions. Et même aux marques, n'hésitez pas à contacter les marques, que ça soit sur les réseaux ou par email. Je pense que pas mal de marques sont très contentes de répondre aux questions et on est vraiment là pour aider dans cette éducation-là, en tout cas dans notre industrie. Donc je dirais que c'est vraiment chaque petit pas est important et ne pensez pas que c'est parce que vous le faites pas d'une extrême à une autre que ça n'a pas d'impact. Parfait, mais donc vous l'aurez compris, si un jour vous avez besoin d'acheter ou d'offrir un bijou qui est plus durable, il y a des options plus éthiques comme Kimai qui existent et ça vaut la peine clairement de se renseigner avant d'acheter sur l'origine du produit. Est-ce que le produit a pollué, le processus de fabrication a pollué ou pas? Il y a aujourd'hui de l'information qui est disponible. Et puis, un des avantages qui n'est pas des moindres, c'est quand même aussi que c'est plus accessible d'acheter un diamant qui est produit en laboratoire pour en fait un produit qui est quasi identique même à celui qu'on peut retrouver produit de manière naturelle. Donc voilà, on fait moins de tort à la planète et on a quelque chose de tout aussi beau. Donc voilà, pour conclure, Jessica, où est-ce qu'on peut retrouver les bijoux Kimai? Tu mentionnais, vous avez une boutique qui est à Londres, c'est ça? Exactement, on a notre site internet, c'est kimai.com. Et ensuite, on a notre première boutique à Londres qui est 24 Chiltern Street, qui est à Marylebone. Donc, si jamais vous êtes dans les parages. Et ensuite, sur Instagram, vous pouvez nous trouver avec Kimai. Et voilà, comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions, contactez-nous et on est toujours là pour y répondre. Parfait. Un tout grand merci, Jessica, et à très bientôt. Merci à toi. Salut. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Quasi Talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!